toutes et à tous. Nous sommes le dimanche 14 septembre 2025 et comme vous avez dû le remarquer si vous êtes abonné à ma chaîne, eh bien j'ai eu une petite absence de 4 mois depuis le mois de mai, tout simplement parce que j'avais pas mal de procédures à suivre et ça me demandait de l'énergie et puis malheureusement j'ai eu une période de deuil à la suite du décès d'un être cher totalement imprévu et donc j'ai recommencé à travailler au mois d'août puisque j'avais un dossier à déposer à la cour administrative d'appel de Nancy fin août 2028. Alors je vous rappelle juste que le 3 décembre dernier, eh bien j'ai justement fait un direct, le Stop au déni de justice numéro 50, pour vous présenter un condensé synthétique de toutes les démarches que j'ai entreprises pour laver mon honneur, faire éclater la vérité, faire respecter mes droits et obtenir justice. Donc je vous invite à regarder ce direct si vous voulez avoir un panorama complet et synthétique de toutes les démarches qui me restent encore à faire afin d'atteindre ces objectifs. Mais aujourd'hui, cette vidéo est une adresse à deux hauts personnages de la plus haute juridiction française, qui est le Conseil d'État. Donc, je vous présente Monsieur Didier Roland Tabuteau, qui est actuellement le vice-président du Conseil d'État et qui est aussi le chef, le président du Conseil supérieur des juridictions administratives, dont la mission est, en théorie, de sanctionner les juges administratifs fautifs. Et puis d'autre part, la deuxième personnage importante, eh bien, il s'agit de Madame Brigitte Fémolan, qui est conseillère d'État évidemment, et qui, elle, est présidente de la mission d'inspection des juridictions administratives. Avec un nom pareil, vous comprenez bien que normalement sa mission c'est d'inspecter les juridictions et de contrôler si les membres de ces juridictions eh bien, ont des bonnes pratiques ou bien s'il leur arrive d'avoir de mauvaises pratiques. Ça c'est en théorie, bien sûr. Alors, ce n'est pas la première fois que je m'adresse à ces hauts personnages. La première fois c'était le 16 juillet 2023 et la deuxième fois c'était en mai 2024. Je vous montre à l'écran les miniatures des directs et des vidéos que j'ai faites à cette occasion. Alors, en France, la France est un peu un cas à part en Europe, mais donc en France, il y a ce qu'on appelle deux ordres de juridiction ou deux ordres juridictionnels, c'est-à-dire deux corps de magistrats qui sont censés dire le droit et rendre la justice. Et en France, donc, cette séparation en deux ordres juridictionnels existe depuis la Révolution française. Donc vous voyez à l'écran, à gauche, eh bien, l'ordre juridictionnel judiciaire, c'est-à-dire les juges qui rendent la justice dans les affaires pénales et dans les affaires civiles, notamment dans les matières prud'homales, dans les tribunaux prud'homaux. Et à gauche, eh bien, à gauche l'ordre judiciaire et à droite l'ordre administratif. C'est-à-dire, ce sont des magistrates et des magistrats qui jugent et tranchent les litiges entre des citoyennes et citoyens et des administrations publiques. Et les citoyennes et les citoyens peuvent être en dehors des administrations, dans ce cas-là on dit les administrés, ou ils et elles peuvent être dans l'administration, et dans ce cas-là ce sont des agents publics, des fonctionnaires, comme moi par exemple. Donc ces deux ordres de juridiction sont à peu près équivalents, mais il y a encore des différences substantielles entre les deux, et c'est pour ça que nous sommes en 2025, j'ai déposé mon premier recours dans un tribunal administratif en janvier 2017, donc cela fait plus de 8 ans, et bien aujourd'hui j'affirme que les membres des juridictions administratives ne sont pas tout à fait de vrais juges, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Alors, dans la juridiction administrative, je vous montre les 3 niveaux. Au premier niveau, premier degré, il y a les tribunaux administratifs. Donc il y en a 42. Et celui auquel je me suis malheureusement confrontée depuis 8 ans, c'est le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, préfecture de la Marne. Et si vous n'êtes pas content des décisions rendues par les tribunaux administratifs, eh bien vous faites appel au niveau supérieur, au second niveau, au second degré, à une cour administrative d'appel. Et là, il y en a beaucoup moins, il y en a 9 en France. Et celle, malheureusement, à laquelle je me suis confrontée aussi, c'est celle de Nancy. Et puis, si vous n'êtes toujours pas content, à raison, bien sûr, il faut avoir quand même des arguments pour vouloir faire annuler les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel, eh bien, vous allez au 3e et dernier niveau en France, c'est-à-dire le Conseil d'État, qui est un organe de cassation. C'est-à-dire que le Conseil d'État casse les arrêts des cours administratives d'appel.
Donc, dans tous les contentieux qui sont traités par la juridiction administrative, eh bien, il y a plusieurs types de domaines, donc on appelle ça des types de contentieux. Donc, je vous montre ce camembert qui date de 2023. Donc, j'ai tiré les chiffres du rapport des juridictions administratives qui a été publié en 2024 par le Conseil d'État pour l'année civile 2023. Donc, ce que vous voyez, c'est que le contentieux, le type de contentieux qui m'intéresse, dans lequel mes dossiers s'inscrivent, c'est ce qu'on appelle le contentieux de la fonction publique, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les demandes en annulation que déposent des fonctionnaires, des agents publics, pour faire annuler des décisions administratives qui ont été prises à leur encontre, en leur défaveur, qui leur portent préjudice et qui leur font grief. Donc ça s'appelle le contentieux de la fonction publique. Et comme vous voyez dans le camembert, eh bien, les trois niveaux de juridiction confondus, c'est-à-dire les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'État, ça représente 9% de tous les contentieux. Sachant que le Conseil d'État a reconnu qu'il y avait environ 300 000 dossiers qui sont traités chaque année, enfin, chaque année depuis les dernières années, par les juridictions administratives, donc les trois niveaux. Donc en tout, il y en a précisément 285 000 en 2023. Eh bien, vous pouvez dire que le contentieux de la fonction publique, c'est-à-dire 9% de ces 285 000, ça représente à peu près 260 000, ça représente à peu près 26 000 dossiers. Donc ça veut dire qu'en France, chaque année, il y a 26 000 fonctionnaires et agents publics qui contestent des décisions administratives, avec évidemment des arguments, et qui veulent faire annuler ces décisions. Donc ce n'est pas un petit contentieux. Donc vous comprenez bien que les membres des juridictions administratives ne sont pas infaillibles. Ce sont des êtres humains, femmes et hommes, et ces êtres humains peuvent être limités intellectuellement, peuvent être légèrement incompétentes ou incompétents, et surtout peuvent être de parti pris pour l'administration. Voilà. Donc, à ce moment-là, eh bien, il existe dans le Conseil d'État deux organes qui sont chargés, premièrement, d'enquêter sur le comportement et les bonnes pratiques des membres des juridictions administratives. Donc ça, il s'agit de la mission d'inspection des juridictions administratives qui est présidée par Madame Brigitte Fémolan. Et d'autre part, lorsque les enquêtes éventuelles qui ont été diligentées pour vérifier le comportement de certains membres de juridictions administratives, lorsque ces enquêtes aboutissent à des faits établis, d'accord, des faits fautifs établis, eh bien, à ce moment-là, c'est le Conseil supérieur des juridictions administratives qui entre en jeu et qui a le pouvoir de sanctionner des membres de ces juridictions, des juges administratifs, qui s'avéreraient avoir été fautifs ou incompétents dans l'exercice de leurs fonctions. Donc ce que je vous montre à l'écran, ce sont les deux articles du Code de justice administrative qui vous permettent d'une part de comprendre comment le Conseil supérieur des juridictions administratives est saisi, donc par la présidente du Conseil supérieur de la MIJA, et d'autre part qui vous montre que c'est bien le CSJA, présidé par le chef du Conseil d'État, M. Tabuteau, qui a ce pouvoir de sanctionner les juges administratifs qui se seraient avérés fautifs. Pour contacter ces deux organes, c'est-à-dire le Conseil supérieur des juridictions administratives et la MIJA, eh bien, dès 2021, je leur ai envoyé un petit courrier recommandé. En 2021, j'avais porté plainte pour la première fois contre un juge administratif du tribunal administratif de Châlons-Champagne, donc Olivier Nizet, et évidemment, dès que j'ai eu porté plainte le 7 juin, eh bien, j'en ai immédiatement informé le CSJA par un courrier recommandé et la MIJA par un courrier recommandé. Alors, j'ai reçu une réponse de la MIJA, mais je n'ai jamais reçu de réponse du CSJA. Et donc, la réponse de la MIJA, qui était présidée à l'époque par un monsieur qui s'appelle Christophe Devis, donc vous le voyez à l'écran, eh bien, en gros, c'est circuler, il n'y a rien à voir. D'accord? Donc, monsieur Devis me dit qu'il a contacté le président du Théâtre Châlons, donc à l'époque, c'était monsieur Alain Poujade, et puis, en fait, monsieur Poujade me dit, non, tout va bien, personne n'a fait de faute, ni d'erreur, etc. Et donc, monsieur Devis me dit, circuler, il n'y a rien à voir. Et en 2022, eh bien, j'ai réitéré mon signalement. Et cette fois-ci, donc, c'était Brigitte Fémolan qui présidait la MIJA. Et je lui dis la même chose pour un autre juge. Et elle m'a répondu, pareil, vous le voyez à l'écran. Elle m'a répondu, circuler, il n'y a rien à voir. Et alors là, c'est un petit peu plus subtil, sa réponse, qui montre bien qu'elle a en quelque sorte botté en touche. Parce que Madame Fémolan me dit que ce n'est pas le rôle de la MIJA d'instruire les dossiers,
qui sont déposés devant les juridictions administratives. Mais ce n'est pas du tout ce que je lui demandais. Je lui demandais de vérifier si la façon dont mon dossier avait été prétendument instruit par les juges du TA de Châlons-Champagne, si cette façon avait été correcte. C'est ça que je lui demandais de vérifier. Eh bien, Madame Fémolan n'a pas cherché à vraiment vérifier. Voilà. Donc ça, c'était en 2022. Et puis en juin 2023, eh bien là, je me suis dit que j'allais vraiment commencer une opération stop au déni de justice avec non seulement les vidéos que je publiais sur ma chaîne YouTube, mais surtout avec des courriels d'interpellation, c'est-à-dire que j'envoie un courriel à des personnes qui ont une responsabilité et je mets en copie ouverte de ces courriels, eh bien je mets entre 100 et 500 destinataires en copie ouverte. Voilà. Donc ça veut dire que la personne qui va recevoir mon courriel sait qu'il y a 499 autres personnes qui ont un rapport plus ou moins direct avec mon dossier, eh bien peuvent aussi lire ce que je dis au destinataire ou à la destinataire principale de mon courriel. Et donc, à partir de juin 2023, eh bien, je vais vous montrer que j'ai envoyé 65 courriels, voilà. Donc ça, c'est le PDF, j'ai imprimé, donc le PDF fait actuellement 5 pages, voilà, 5 pages. Donc, je liste tous les courriels que j'envoie, je mets bien sûr la date, je mets le titre du courriel, je mets à qui c'est adressé et je mets si jamais j'ai eu une notification de lecture. Or, il est remarquable que pendant tout le mois de juillet 2023, eh bien, j'ai reçu une dizaine de notifications de lecture de Monsieur Tabuteau, vice-président du Conseil d'État, et de Madame Brigitte Fémolan, présidente de la MIJA au Conseil d'État. Voilà, je vous donne un exemple. J'ai envoyé le 4 juillet 2023 un courriel qui s'intitulait « Que découvrirait le juge Éric Mess ?» donc il est à la CA de Nancy. « Que découvrirait le juge Éric Mess en instruisant vraiment ma révocation de 2019 ?» Et donc là, j'ai eu une notification de lecture de Madame Fémolan et de Monsieur Tabuteau. Que veulent dire les notifications de lecture? Eh bien, ça veut simplement dire que Monsieur Tabuteau et Madame Fémolan sont parfaitement au courant de mon dossier depuis juin 2023. Et cela veut dire qu'ils sont parfaitement au courant des alertes et des signalements que je leur donne sur les mauvaises pratiques, en l'espèce le refus d'utiliser les pouvoirs d'instruction, donc sur les mauvaises pratiques de plusieurs membres de juridictions administratives à Châlons-Champagne et à Nancy. Et pourtant, eh bien, jusqu'à présent, Madame Fémolan et Monsieur Tabuteau n'ont pas vraiment tapé du poing sur la table. À l'exception d'une petite visite, apparemment, comment dire, pas vraiment programmée, d'une petite visite que Monsieur Tabuteau, donc je le rappelle, c'est le chef du Conseil d'État, le vice-président. Alors vous me direz pourquoi si c'est le chef on l'appelle vice-président? Mais tout simplement malheureusement parce que le président du Conseil d'État, sur le papier, c'est l'actuel locataire de l'Élysée. Macron! Destitution! Macron! Destitution! Macron! Explosion! Donc Monsieur Tabuteau, chef du Conseil d'État, eh bien le 25 mars 2024, comme vous le voyez à l'écran, il est venu faire une petite visite au tribunal administratif de Châlons-Champagne. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est une petite photo où il y a à gauche Alain Poujade, contre qui j'ai porté plainte en 2021, et Alain Poujade était donc à l'époque le président du tribunal administratif de Châlons-Champagne. Et puis, à droite, vous voyez la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy, qui s'appelle Madame Pascale Roussel. Madame Pascale Roussel, quand j'ai cherché à savoir un petit peu sa carrière, eh bien, je n'ai pas été très étonnée d'apprendre qu'elle avait d'abord commencé comme fonctionnaire dans l'éducation nationale. Voilà. Et donc au milieu, eh bien, vous voyez Monsieur Tabuteau. Donc, cette petite visite a eu lieu le 25 mars 2024 et 15 jours plus tard, le 8 avril 2024, eh bien, Monsieur Alain Poujade a été par décret muté au tribunal administratif de Rennes. Et à sa place a été nommée Madame Sylvie Maigret. Madame Sylvie Maigret, dès que j'ai appris sa nomination pour remplacer Monsieur Poujade, donc déjà j'étais très contente que Monsieur Poujade parte ailleurs, et ensuite Madame Sylvie Maigret, j'ai regardé un petit peu dans sa carrière, et j'ai appris qu'elle avait été membre de la commission de déontologie de la fonction publique. Donc je me suis dit, oh, mais ça c'est un signe positif, parce qu'une personne qui travaille dans la commission de déontologie de la fonction publique, c'est une personne justement pour qui, normalement, a priori, la déontologie est importante. J'ai, comment dire, mon espoir a été
piétiné, totalement détruit en juin 2025. Alors, donc c'est pour ça que je vous dis, mes alertes et signalements, donc les 65 courriels que j'ai listés dans ces 5 pages, eh bien, ont eu au moins un effet au printemps 2024, c'est de faire partir le président du TA de Châlons, contre qui j'avais porté plainte pour déni de justice et parce qu'il voulait aussi protéger son autre juge Olivier Nizet. Et donc ça a au moins eu cet effet positif. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu d'autres effets positifs de mes signalements. Alors juste pour rappeler à M. Tabuteau et à Mme Fémolon, puisque en fait c'est à elle et à lui que je m'adresse, donc je rappelle ce qu'est le déni de justice. Alors, contrairement à une interprétation erronée de M. Olivier Nizet lorsqu'il a été auditionné cette année dans une gendarmerie, eh bien, le déni de justice, ce n'est pas le refus de juger pour un juge. Ce n'est pas le refus de juger. Comme vous le voyez dans l'article 434-7-1 du Code pénal qui s'affiche à l'écran, eh bien, le déni de justice, c'est le refus de rendre la justice. Le refus de rendre la justice. Ce n'est pas pareil. Or, pour un juge administratif, si vous avez suivi les nombreuses vidéos où j'explique ce qu'est le déni de justice, donc je le rappelle synthétiquement, pour un juge administratif, le refus de rendre la justice, c'est tout simplement le refus de vérifier la matérialité des faits qui sont exposés par les deux parties en conflit. Et dans un contentieux administratif, les deux parties en conflit, ce sont d'un côté l'administration ou les administrations et d'un autre côté les fonctionnaires et agents publics qui contestent des décisions prises par l'administration. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, ça s'appelle le contentieux de la fonction publique. Donc si un ou une juge administratif a les deux versions, d'accord, doit justement en toute impartialité examiner si les deux versions, celle de l'administration et celle des fonctionnaires, eh bien si ces deux versions sont vraies ou fausses. Si les faits qui sont exposés dans les deux versions sont matériellement exacts ou inexacts, voire inexistants. Donc si un juge ou une juge ne veut pas vérifier ces faits, eh bien il ne peut pas y avoir de justice rendue. Parce que le refus de vérifier les faits, cela équivaut à de la partialité. Aussi bien, encore une fois, les faits qui sont exposés par l'administration pour dire que le ou la fonctionnaire avait tort, que les faits exposés par les fonctionnaires pour dire que l'administration a commis des fautes et des irrégularités. Si des juges refusent de vérifier ces faits, eh bien, ces juges montrent de la partialité. C'est aussi simple que ça. Et si des juges montrent de la partialité, eh bien, la justice ne peut pas être rendue. Donc, dans tous mes dossiers et dans tous mes signalements, eh bien, j'affirme, preuves à l'appui, que il y a eu un déni de justice par refus de vérifier la matérialité des faits et par refus de prendre des mesures d'instruction pour vérifier encore plus profondément, justement, les fautes que j'impute au rectorat de l'Académie de Reims. Voilà en quoi consiste le déni de justice dont j'accuse actuellement 5 membres de juridiction administrative. Et encore plus fort, il y a quelque temps, eh bien, j'ai découvert que ce devoir d'instruction, parce que j'affirme aujourd'hui qu'il y a un devoir d'instruction, mais que justement les juges contre qui j'ai porté plainte ont bafoué ce devoir d'instruction, l'ont totalement ignoré, eh bien ce devoir d'instruction, il existait déjà dans une loi, écoutez bien la date, du 22 juillet 1889. 1889, le premier centenaire de la Révolution française. Donc dans cette loi du 22 juillet 1889 que je vous montre à l'écran, eh bien il y avait, donc c'était une loi qui était relative au fonctionnement des anciens tribunaux administratifs. Avant de s'appeler tribunaux administratifs, ça s'appelait les conseils de préfecture. Et donc cette loi était relative au fonctionnement des tribunaux administratifs et le titre 2 de cette loi était relatif aux moyens de vérification, sous-entendu des faits. Donc dans ce titre 2, il y avait toute une liste de moyens qui étaient à la disposition des juges administratifs pour pouvoir vérifier les faits. Je le répète, aussi bien les faits qui sont exposés par une administration contre des fonctionnaires que les faits qui sont exposés par des fonctionnaires contre l'administration. Ça date, ces moyens de vérifier, ça date de 1889. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ce fameux devoir d'instruction
que je n'arrêterai jamais de marteler, eh bien, il existe depuis plus d'un siècle et demi, tout simplement. La dernière preuve éclatante que j'ai eue, heureusement d'ailleurs, heureusement, parce que si j'avais pas eu cette preuve, donc la dernière preuve éclatante du déni de justice et de la partialité et de la prévarication des juges administratifs contre qui j'ai porté plainte, eh bien, elle m'a été donnée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a été rendu le 26 juin 2025. Donc, ce que je vous montre à l'écran, c'est le paragraphe numéro 23 de ce jugement. Et ce que vous pouvez lire dans ce paragraphe numéro 23, c'est que le tribunal, en l'espèce, 3 juges du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la présidente rapporteure, Sylvie Maigret, et puis 2 assesseurs qui s'appellent Vincent Torrente et Romain Riflard. Donc ces 3 individus écrivent noir sur blanc dans le jugement que, avant que la rectrice d'académie, le 12 avril 2019, n'ouvre contre moi une procédure disciplinaire avant cette date, eh bien, le rectorat avait diligenté une enquête administrative contre moi, que pendant cette enquête, j'avais été entendue, c'est-à-dire on m'avait permis de m'exprimer, et que pendant cette enquête administrative, cette prétendue enquête administrative, eh bien, on avait porté à ma connaissance toutes les pièces qui contenaient les griefs que le rectorat de Reims avait contre moi. Ça, c'est ce qui est écrit dans un jugement officiel d'une juridiction administrative. Eh bien, ça, ce qui est écrit là, cette allégation est totalement mensongère. Totalement mensongère. Donc, cette allégation mensongère est totalement scandaleuse. Scandaleuse. Comme je l'ai écrit immédiatement à la présidente rapporteure Sylvie Maigret, puis au chef du Conseil d'État Didier Rolland-Tabuteau, il y a 2 explications à ce mensonge. Soit les 3 juges qui ont écrit cela ont reçu du ministère de l'Éducation nationale ou du rectorat de Reims, ont reçu cette information dans un document écrit qui ne m'a pas été communiqué. Et dans ce cas-là, c'est la violation du principe du contradictoire dans le procès administratif. Soit les 3 juges qui ont signé ce jugement du 26 juin 2025, c'est-à-dire Sylvie Maigret, Vincent Torrente et Romain Riflard, eh bien, ils ont tout inventé. Il n'y a que ces 2 hypothèses, il n'y en a pas d'autres. Et jusqu'à présent, eh bien, je n'ai toujours pas de réponse de Madame Sylvie Maigret ou de Monsieur Tabuteau, puisque je leur ai posé la question, évidemment. Quelle est la bonne hypothèse? D'accord? Ok. Et donc, ce mensonge énormissime et stupidissime, eh bien, m'a poussé à déposer une nouvelle plainte pénale pour déni de justice contre la présidente rapporteure Sylvie Maigret au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Voilà. Et donc, j'ai déposé ma plainte devant la procureure du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, qui se nomme Madame Annick Brown. Et je vais bien voir si Madame Annick Brown est aussi pressée de poursuivre que lorsque on dépose des plaintes contre moi. Je vais bien voir. Donc cette plainte, eh bien, elle est pour déni de justice, parce qu'en plus du refus d'instruction, il y a ce mensonge énormissime qui démontre la partialité de la présidente rapporteure, et pour complicité de harcèlement moral professionnel avec le rectorat de Reims. Parce qu'un tel mensonge prouve sans aucun doute que l'objectif de Madame Sylvie Maigret, c'est de protéger le rectorat. Parce qu'en écrivant ce mensonge, ce que veut Madame Sylvie Maigret, c'est absolument affirmer qu'il n'y a eu aucune violation des droits de la défense de la part du rectorat de Reims à mon encontre. C'est ça qu'elle veut prouver. Mais faire un mensonge aussi énormissime et stupidissime, ce n'est même pas se tirer une balle dans le pied, c'est se tirer une balle dans la tête. Et le 3e chef d'inculpation contre Madame Sylvie Maigret dans ma plainte pénale du 16 août 2025, c'est celui de complicité de faux et usage de faux avec l'actuel directeur des ressources humaines du rectorat de Reims qui s'appelle Cyril Bourgerie. Pourquoi? Eh bien parce que Madame Sylvie Maigret, à la suite de ses 4 collègues juges administratifs prévaricateurs que sont Olivier Nizet, Antoine Deschamps, Éric Mess et Christophe Wurst, Madame Sylvie Maigret a encore refusé de vérifier
la manipulation frauduleuse dans mon dossier administratif qui a consisté en avril-mai 2019 à agrafer à mon insu un ensemble de documents à la page cotée 737. Voilà, donc j'ai donné en audience en mai et juin 2025, j'ai donné à la présidente rapporteure Sylvie Maigret et à ses deux assesseurs, messieurs Torrent et Riflard, je leur ai donné 6 éléments de preuve objectifs de ce faux. 6 éléments de preuve objectifs de ce faux. Et jamais Madame Sylvie Maigret n'a pris la mesure d'instruction de se déplacer au rectorat de Reims en ma compagnie et en celle de sa greffière pour vérifier ce faux. Et mieux encore, elle a totalement occulté ma demande dans le jugement rendu le 26 juin 2025. Voilà pourquoi j'ai porté plainte contre elle pour déni de justice, complicité de harcèlement moral avec le rectorat de Reims et complicité de faux avec le DRH du rectorat. Et donc, après cette plainte du 16 août 2025, eh bien, je me suis dit que j'allais officialiser mes signalements de prévarication et de partialité à l'organe du Conseil d'État compétent, c'est-à-dire le Conseil supérieur des juridictions administratives et la mission d'inspection des juridictions administratives. Et comme en 2021 et 2022, je n'ai pas envoyé de courriel, mais j'ai envoyé un petit recommandé. Voilà, vous voyez, il est très court, ça c'est celui pour Monsieur Tabuteau, chef du Conseil d'État et président du CSJA, donc recto verso, et celui-ci c'est le 20 août, donc celui-là c'est le 19 août, et pour Madame Fémolan, présidente de la MIJA, eh bien c'est un simple recto, je y ai joint le courrier à Monsieur Tabuteau, et donc les deux courriers recommandés ont été distribués le lundi 25 août 2025. Cela fait maintenant 2 semaines et je n'ai toujours pas de réponse. Mais ne vous inquiétez pas, je vais les relancer. Voilà. Donc, la façon dont j'ai signalé officiellement la partialité, la prévarication, le déni de justice de 5 membres de juridictions administratives, eh bien, c'est parce que aujourd'hui, en France, il n'est pas possible à nous, les citoyennes et citoyens de la République, il n'est pas possible de saisir directement le Conseil supérieur des juridictions administratives. Et cela fait partie des petites différences entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif dont je vous parlais au début. Alors qu'en 2008, il y a eu une réforme constitutionnelle en France qui donne aux citoyennes et citoyens la possibilité de saisir directement l'organe de sanction dans l'ordre judiciaire. Cet organe de sanction, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est justement un petit montage que j'ai fait d'après le site internet du Conseil supérieur de la magistrature. Et vous voyez qu'il y a donc officiellement la possibilité de saisir directement le CSM si des citoyennes et citoyens, des justiciables, ont des arguments à faire valoir et des éléments de preuve, évidemment, pour accuser des magistrats de l'ordre judiciaire eh bien, de déni de justice ou d'une faute professionnelle lourde. Donc, encore une fois, dans l'ordre administratif, cela n'est pas encore possible et c'est pourquoi j'ai envoyé ces 2 courriers recommandés. Donc, c'est une façon de demander instamment, solennellement et officiellement à la présidente de la MIJA, Madame Brigitte Fémolan, d'ouvrir une enquête sur les juges administratifs que je lui ai cités depuis juin 2023. Donc ça, c'est ma petite chipie que je vais délicatement reposer par terre. Et j'ai demandé aussi à Monsieur Tabuteau eh bien, de diligenter une enquête sur ces 5 magistrates et magistrats. Enfin, il y a 4 magistrats et 1 magistrate. Voilà. Donc je verrai bien si j'ai une réponse. Puis si je n'en ai pas au mois d'octobre, eh bien, je ferai une petite relance. Et d'ailleurs, cette vidéo est aussi une façon de leur rappeler que j'attends une réponse officielle à mes signalements officiels. En conclusion de cette adresse, Monsieur Tabuteau et Madame Fémolan, je vais vous redire que j'espère vous connaissez l'article 15 de la Déclaration des droits du 26 août 1789 qui dit que la société a le droit de demander compte de son administration à tout agent public. Il se trouve que les membres des juridictions administratives font partie du service public de la justice administrative. C'est vous, Monsieur Tabuteau, qui avez eu cette expression en décembre 2023. Et donc, ce sont des agents publics. Donc, en tant que membre de la société, moi, j'ai le droit de demander compte de leur administration aux agents publics que sont Olivier Nizet, Antoine Deschamps, Sylvie Maigret, Éric Mess et Christophe Wurtz.
Et vous avez le devoir, monsieur Tabuteau et madame Fémolan, de vérifier mes accusations contre ces 5 individus. La deuxième citation que j'aimerais rappeler à votre mémoire, eh bien, c'est celle de Maximilien Robespierre. Vous savez bien sûr qu'on surnommait ce révolutionnaire et ce citoyen l'incorruptible. Eh bien, le 10 mai 1793, il a déclaré que les crimes publics des magistrats doivent être punis aussi sévèrement et facilement que les crimes privés des citoyennes et citoyens. Et j'aimerais, monsieur Tabuteau et madame Fémolan, que vous vous en souveniez.